Et seulement, vraiment, je vais souligner 2 points sur cette ligne directrice. Le point 4.2, qui exige une organisation d'un corps professionnel d'acquisition obligatoire. Bon, nous savons ces organisations, nous sommes organisés dans les conseils généraux des procureurs d'Espagne, dont l'inscription est obligatoire. Il existe un titre universitaire que nous l'avons, exige tellement un titre supérieur indépendant, qualifié, responsable, disponible, motivé et efficient. Finalement, c'est tout ce que nous dit notre maire et qu'est-ce que nous essayons de le faire. Nous ne sommes pas en Espagne le seul compétent pour l'exécution des arrêts judiciaires. Surtout, nous faisons l'élan des décisions du tribunal. Nous demandons les saisis, nous désignons le bien de débiteur et finalement, à la fin, nous faisons les ventes aux enchères et dans le cadre de collaboration avec le tribunal. Dans les autres compétences que la CPJ nous dit, la récupération de crédit, les conseils juridiques, les dépôts judiciaires, la représentation des parties devant les tribunaux, l'élaboration de documents privés et la formation que nous faisons à travers le barreau. Aussi, il est recommandé d'avoir une assurance de responsabilité civile, mais ici, il y a la circonstance que notre statut oblige à avoir cette assurance, mais la loi qui applique la directive européenne dit que seulement par loi doit être obligatoire avec une assurance professionnelle. Donc en ce moment, comme notre statut ce n'est pas une loi, nous ne sommes pas obligés d'avoir une assurance particulière de responsabilité civile. Malgré tout, nous l'avons tout, parce que c'est fondamental pour notre profession. Et finalement, les tarifs, que nous savons les tarifs, officiels approuvés par le ministère de la Justice. Et l'autre point de la directive, c'est le point 4.5, qui parle de la déontologie, qui parle des codes de conduite. Nous avons un code déontologique, mais surtout ces codes déontologiques s'occupent des conduites éthiques, des problèmes déontologiques sans toucher des autres problèmes qui sont matière d'autres juridictions. Parce que si le code déontologique sert à quelque chose, c'est pour éviter qu'on judicialise tout le plein de clients, de justiciables, et éviter faire un mur d'arrêt de tous ces demandes. Finalement, je veux dire que cette approximation à l'Union internationale est chaque fois plus intéressante et nous sert à nous pour négocier avec notre gouvernement pour obtenir de plus en plus compétences. Merci. Merci, Maître Aculien. Du Conseil de l'Europe. Alors, s'agissant de l'exécution des décisions de justice, une étude approfondie a été réalisée dans les États membres et a été présentée lors de la 10e réunion plénière de la CPJ. Le groupe de travail qui avait été constitué en 2008 a été chargé d'élaborer les lignes directrices sur l'efficacité des normes existantes du Conseil de l'Europe. Alors, ces lignes directrices ont été présentées, discutées et puis adoptées par la CPJ le 10 décembre 2009. Ces lignes directrices n'ont aucun caractère contraignant pour les États, mais pour autant, leur adoption à l'unanimité par les représentants des 47 États membres du Conseil de l'Europe leur confère malgré tout une autorité certaine et fixe. Permettez-moi de me pencher dans le cadre de la présente intervention sur les différentes activités, qu'elles soient monopolistiques ou accessoires, de l'huissier de justice. La CPJ, elle estime que les agents d'exécution devraient être seuls compétents pour, premièrement, exécuter les décisions de justice et autres titres ou actes en forme exécutoire,
et B, évidemment, réaliser l'ensemble des procédures d'exécution prévues par la loi de l'État membre dans lequel ils exercent. Alors, plusieurs commentaires s'imposent à ces deux recommandations. Il est évident que les huissiers de justice devraient être seuls compétents pour exécuter toutes sortes de titres exécutoires. Et ici, je me permets de prendre l'exemple de la Belgique, où l'huissier de justice a effectivement le monopole de l'exécution forcée. Donc, qu'il s'agisse d'une exécution à réaliser à la requête de particuliers ou à la requête de l'État ou des autorités locales, comme par exemple les communes ou les villes, ou en matière fiscale, c'est toujours l'huissier de justice et lui seul qui est compétent pour mener cette procédure. Donc il s'agit donc d'une situation, je dirais, en parfaite harmonie avec les lignes directrices de la CEPEJ. Mais cette situation est cependant loin d'être identique dans tous les pays. Et là, je me permets maintenant de citer comme autre extrême, par exemple, l'Allemagne, où l'huissier de justice est loin d'être le seul exécutant. Donc, selon le type de créance, celle-ci est exécutée par des agents d'exécution du fisc, des agents d'exécution des villes et communes, ou même des agents d'exécution des douanes et accises. Donc, dans ces cas, c'est donc le créancier lui-même qui mène la procédure d'exécution forcée, ce qui, quand même, personnellement, me semble un petit peu discutable d'un point de vue neutralité, impartialité, puisque l'agent d'exécution, dans ce cas, est un employé qui est directement soumis au créancier. Alors, les statistiques fournies par le grand questionnaire de l'Union internationale nous montrent que sur le continent africain, c'est l'huissier de justice qui détient généralement, pas toujours, mais généralement, le monopole de l'exécution forcée. Alors qu'en Europe, ce n'est que dans la moitié des pays que l'huissier de justice est seul en tant qu'agent d'exécution. Il en est de même quant aux différents moyens à la disposition de l'huissier de justice pour réaliser une exécution forcée. Nous constatons que dans certains pays, c'est l'autorité judiciaire elle-même, donc soit le juge, voire le greffier, qui intervient pour accomplir certaines tâches en rapport direct avec l'exécution forcée. Et là, je cite à nouveau, à titre d'exemple, l'Allemagne, où le Rechtspfleger, c'est-à-dire c'est un mélange entre greffier et juge, intervient pour diligenter toute procédure de saisie-attribution ou de saisie immobilière, et non pas l'huissier de justice qui, lui, détient uniquement une compétence au niveau de l'exécution mobilière proprement dite. Ceci est évidemment une situation fort déplorable et critiquable, et qui ne va certainement pas de pair avec les lignes directrices de la CEPEJ. Dans mon propre pays, en Belgique, l'huissier de justice a à sa disposition l'ensemble des moyens d'exécution, à l'exception de la réalisation des biens immeubles, alors que l'huissier de justice intervient encore dans le cadre de la saisie immobilière. La vente publique de l'immeuble est diligentée par un notaire, à ce commis par le juge de l'exécution. Au niveau européen, notre regard se tourne dans ce cas plutôt vers les pays de l'Europe nordique et vers les pays de l'Europe de l'Est, où l'huissier de justice peut en principe diligenter toutes sortes de procédures d'exécution, et ce de A à Z, donc en conformité avec les lignes directrices de la CEPEJ. Alors, avant de parler des activités accessoires de l'huissier de justice, qui, selon le pays, sont plus ou moins développées, il me semble important de toucher un mot concernant une activité extrêmement importante de l'huissier de justice, et ce, même si elle n'est pas nécessairement en rapport direct avec l'exécution forcée, c'est-à-dire la signification des actes. Alors que l'huissier de justice est, sur le continent africain, dans la toute grande majorité des pays compétents pour signifier des actes judiciaires, nous constatons malheureusement en Europe que dans quand même plus de 20% des pays, l'huissier de justice n'est pas du tout un agent significateur. Et je vais encore aller un peu plus loin. Si l'huissier de justice africain est compétent en matière de signification dans son pays, il y détient aussi le monopole, alors qu'en Europe, même si l'huissier de justice est compétent en cette matière, il doit le partager dans 70% des cas avec d'autres acteurs judiciaires. Alors, l'argument pertinent reste toujours le fait que l'huissier de justice, en sa qualité d'officier ministériel, apporte toutes les garanties nécessaires pour garantir la sécurité juridique indispensable liée à tout exploit de signification.
Alors venons aux activités accessoires. S'agissant des activités accessoires, elles devraient inclure toutes celles, et là je cite la directive, compatibles avec leurs fonctions, de nature à garantir et faire reconnaître les droits des justiciables et ayant pour objet l'accélération du processus judiciaire ou le désengorgement des tribunaux, tels que par exemple le recouvrement de créances. Le recouvrement amiable de créances, là je pense que c'est quand même les Pays-Bas qui sont le leader incontestable. Le marché du recouvrement amiable est fortement dans la main des huissiers de justice et constitue une activité certainement non négligeable et qui représente, même dans certaines études d'huissiers de justice, la moitié du chiffre d'affaires ou peut-être même plus. Donc en Belgique, nous observons également un accroissement de ce marché en faveur de l'huissier de justice. Il est cependant nécessaire que cette activité soit bien réglementée afin d'éviter toute dérive, que ce soit au niveau des frais ou que ce soit au niveau des mesures prises pour procéder au recouvrement amiable de créances. Nous observons également que dans les pays où l'huissier de justice est un fonctionnaire rémunéré par l'État, cette activité de recouvrement amiable est quasiment inexistante au niveau de la profession d'huissier de justice. Donc là, je cite de nouveau comme exemple l'Allemagne, mais aussi l'Autriche ou par exemple l'Italie ou la Suède. Malheureusement, d'autres pays européens, parmi lesquels l'huissier de justice est un officier ministériel à statut libéral, comme par exemple en Lettonie ou en Pologne, ces pays-là ne donnent pas non plus à l'huissier de justice la possibilité d'effectuer un recouvrement amiable de créances. Alors nous constatons en Europe que dans seulement 53% des pays, l'huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable de créances, alors qu'en Afrique, cela est possible dans 85% des pays. La vente aux enchères mobilières et immobilières publiques ou volontaires, une autre activité accessoire de l'huissier de justice. Alors aussi bien sur le continent africain que sur le continent européen, la majorité des pays accordent aux huissiers de justice la compétence des ventes aux enchères mobilières ou immobilières, ce qui est cependant un peu plus rare, dans le cadre des procédures d'exécution forcée. Mais au niveau des ventes ou enchères volontaires, là la situation en est cependant une toute autre. Dans ce domaine, ce n'est que dans une minorité de cas que l'huissier de justice y a une compétence. Et là, je me permets à titre d'exemple de nouveau de citer mon propre pays, la Belgique, où l'huissier de justice a pour toute vente aux enchères mobilières, qu'elle soit forcée ou volontaire, le monopole absolu. Alors les séquestres, je pense que là nous pouvons vraiment parler d'une activité accessoire. Même si cette activité est permise pour les huissiers de justice dans une majorité des pays, et ce tant sur le continent africain que sur le continent européen, il n'en reste pas moins qu'elle ne constitue qu'une activité rare ou vraiment mineure dans la presque totalité de ces pays. Les constats. L'activité du constat est plus ou moins développée selon le pays et surtout en fonction des systèmes judiciaires. Là, je pense pouvoir dire qu'en Europe, c'est surtout en France que cette activité est la plus développée. Il en découle que dans les pays africains, dont le système judiciaire s'est inspiré du droit français, cette activité occupe également une place plutôt importante. Alors la CPEJ, pour terminer, énumère dans ses lignes directrices encore d'autres activités accessoires telles que le service des audiences, les conseils juridiques, la procédure de faillite, les missions confiées par le juge, la représentation des parties devant les juridictions, oui, même ça, la rédaction des actes sous seing privé et même l'enseignement. Donc vous comprenez certes qu'il m'est absolument impossible, dans les limites du temps qui m'était imparti pour la présente présentation, d'examiner celle-ci en tout détail. Mais je ne peux que vous inviter à consulter le grand questionnaire de l'Union internationale qui vous donnera des réponses à toutes ces questions. Et en guise de conclusion, je ne peux vous dire que l'huissier de justice idéal, c'est-à-dire celui en charge de toutes les activités prévues par les lignes directrices de la CPEJ, n'existe pas encore dans aucun des pays. Et il n'est cependant nullement utopique d'envisager qu'un jour, et que peut-être même dans un proche avenir, l'huissier de justice deviendra compétent dans toutes ces différentes matières, et ce, dans tous les pays. Alors l'Union internationale des huissiers de justice, évidemment, ne manquera pas de vous apporter son soutien
à tous les pays dans leur démarche pour accéder à un statut parfait et digne de prendre en charge toutes les activités envisageables. Et je vous remercie pour votre attention. Cette rencontre. Je ne vais pas perdre mes remerciements à l'endroit du Bureau de l'Union internationale pour sa détermination et son engagement à poursuivre la concrétisation de tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Et revenant aux activités, à la diversité des activités au Bénin, et hier, Guillaume Payan et Jérôme Okemba ont fait un état des lieux de ce qui se passe des activités des huissiers de justice dans les pays africains. Et de long en large, Marc vient de le rappeler. Donc, contrainte de temps oblige, je vais rapidement dire que les activités principales exercées par les huissiers de justice le sont aussi au Bénin, parce que le contexte juridique dans lequel nous évoluons favorise l'exercice de la profession et nous n'avons pas de difficultés comme celle énoncée par nos confrères camerounais le mercredi passé, où par une note circulaire, les autorités interdisent par exemple, dictent du moins leur loi, dictent leur volonté au mépris de la loi. Une note circulaire qui demande aux huissiers de justice, par exemple, de faire un commandement préalable avant de faire une saisie attribution, alors que la loi ne l'a pas prévu comme ça. Nous n'évoluons pas dans des contextes de ce genre au Bénin. Et pour les activités accessoires, parlant des séquestres, des représentations, les recouvrements, nous les faisons. Les séquestres, oui, et l'enseignement, ce que la loi n'a pas expressément disposé, est censé ne pas être interdit. Quand nous sommes sollicités, nous les faisons aussi. Alors, en matière de représentation, ce sont les huissiers ne représentent pas les partis, mais nous utilisons les mandats que nous donnent nos clients pour instrumenter pour leur compte. Alors, je préfère ne pas m'attarder sur ces activités que nous faisons, puisqu'il n'y a pas d'entrave, mais faire cas des innovations que nous avons eues à travers 2 réformes législatives récentes. Je veux parler de la loi 2008, celle du 28 février 2011, portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin. Alors, cette loi renforce l'huissier dans son rôle d'agent d'exécution. Alors, je vais citer 2 articles de cette loi. Et c'est